Bonjour. Donc, en ce qui concerne la première séance de géologie, alors ce qui est le plus intéressant, qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est la structure simplifiée de la Terre. Je vous rappelle qu'il y a des interprétations, qu'il y a des explications concernant cette structure qu'on va essayer de détailler au fur et à mesure. Alors, en ce qui concerne cette vidéo, je vais traiter deux choses. D'abord, définir exactement ce que c'est qu'une plaque lithosphérique. Et j'aimerais bien utiliser un autre terme pour la plaque lithosphérique qui est aussi appelée plaque tectonique. Alors, qu'est-ce qu'une plaque tectonique ou une plaque lithosphérique? C'est une partie de la lithosphère à l'état solide. Alors, limitée par trois limites possibles qui sont, comme on avait dit, dorsale océanique, faille transformante ou une subduction. Elle est capable de bouger sur un manteau inférieur qui est ductile. Ductile, ça veut dire visqueux, c'est comme une pâte à modeler. Donc nous avons du solide qui est la lithosphère, soit continentale, soit océanique, qui est à l'état solide, qui peut glisser, qui peut bouger, parce qu'elle se trouve sur une matière qui est ductile, qui est visqueuse. Alors voilà, en ce qui concerne la définition de la plaque lithosphérique. Alors, on avait dit que les plaques lithosphériques sont soumises ou bien à des forces extensives ou bien des forces compressives. Alors, je vais voir maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans une zone extensive. Alors, le meilleur exemple qu'on doit prendre, c'est l'exemple de la zone qui est entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Alors là, vous avez ici une carte très simplifiée, une carte de la zone. Alors, vous avez ici l'Amérique du Sud, la marge donc l'Amérique du Sud, ici la marge de l'Afrique. Entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, nous avons l'océan Atlantique. Alors, ce qu'il y a au fond des mers de cet océan, ici, c'est la dorsale océanique qui fait sortir du basalte de fond de la Terre. Ici, vous avez une coupe géologique suivant le plan AB. Donc, ici, vous avez une coupe géologique suivant l'axe AB. Je vous rappelle que la coupe géologique, c'est une coupe qui montre les roches qui se trouvent à la surface et aussi les roches qui se trouvent au fond de la Terre. Alors, vous avez ici la croûte continentale d'Amérique du Sud, je l'ai représentée ici. On représente uniquement une partie de cette croûte. Vous avez de l'autre côté opposé la croûte africaine. Entre les deux continents, ou deux croûtes continentales, nous avons l'océan Atlantique. Et puis vous avez sous la croûte continentale, ou sous la croûte océanique, nous avons le numéro 3 qui est le manteau supérieur. Alors sachez que le manteau supérieur comprend deux parties. Une partie qui est solide, c'est ce qu'on appelle le manteau lithosphérique. Et puis vous avez une partie basale du manteau supérieur aussi, qui est ductile, qui est aussi ductile, qui a la même ductilité que la sténosphère ou le manteau inférieur. C'est appelé aussi une lithosphère qui est asténosphérique. Alors voilà, donc nous avons ici sous la lithosphère continentale océanique, nous avons le manteau inférieur. Eh bien, cette coupe géologique montre donc toutes les structures qui vont nous interpréter, qui vont montrer d'interpréter, d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette zone qui est une zone extensive, qui est soumise à des forces de distensive. Alors ici, vous avez donc les numéros des éléments qui figurent dans cette zone. Alors vous avez les numéros de 1 jusqu'à 10. Alors chaque élément à identifier. Et puis vous avez ici, entre le numéro 5 de part et d'autre, vous avez de ce côté-là, vous avez la plaque d'Amérique du Sud. Sa limite est ici. Nous n'avons pas de limite à gauche de l'Amérique du Sud et nous n'avons pas de limite à droite de l'Afrique. Nous avons juste la limite entre les deux plaques africaines et Amérique du Sud. La limite, bien sûr, c'est une dorsale océanique. Alors, tous les éléments ici sont cités. Et puis, ce qui est important, c'est d'être capable de décrire ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Alors, sachez que cette étape, c'est une étape qui précède la période de compression. Donc, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au cours de la compression si on ne comprend pas ce qui se passe au cours de la phase distensive. Donc, la phase distensive est une phase qui va préparer beaucoup de roches,
qui va faire naître beaucoup de roches qui vont subir dans le futur des compressions. Alors sachez que les pressions peuvent être remplacées par ce qu'on appelle des contraintes. Contraintes, ça veut dire pression. Alors je ne voulais pas utiliser trop de terminologie pour ne pas charger la séance. Alors dans chaque séance, il y a un contenu qu'il faut maîtriser avant de passer à la séance d'après. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout est écrit ici. Tout commence par la naissance d'un magma basaltique au niveau du manteau inférieur. Ce magma, comment il naît, ne fait pas partie du programme. Tout ce qu'on doit savoir, c'est qu'il naît ici. Ce magma, il sort à travers la dorsale océanique, il se déverse de part et d'autre de la dorsale, c'est ce qui fait naître deux forces opposées, ce qu'on appelle des forces aux contraintes extensives. Cette naissance de magma basaltique ici, puisqu'il va contacter de l'eau de mer qui est froide, il va se solidifier. Cette solidification va conduire à la poussée de l'ancienne lithosphère qui a été solidifiée auparavant. Cette poussée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va élargir donc la lithosphère océanique, elle va élargir aussi l'océan, elle va faire éloigner les deux continents. La mer s'étend aussi. Alors sachez qu'il y a un phénomène très important à ne pas négliger au cours de cette phase qui vient avant, qui précède la phase compressive. C'est une sédimentation importante, un dépôt important de sédiments marins. Ces sédiments marins auront un futur qu'on va essayer de détailler après. Alors, après avoir étudié une zone de distension ou d'éloignement des deux plaques, maintenant nous allons étudier une zone de rapprochement, d'affrontement entre deux plaques ou deux continents. Alors, comme ici, vous avez une carte qui montre la zone en question. C'est une carte qui montre la zone où se trouvent deux plaques opposées, la plaque Nazca et la plaque d'Amérique du Sud. Alors ici, vous avez une représentation de la carte de la dorsale océanique. La dorsale océanique fait sortir le basalte des deux côtés, donc ici il y a une distension, mais de ce côté-là, l'Afrique elle est poussée dans ce sens. Donc cette zone-là, elle est entre ces deux forces qui convergent le même point, donc ce sont des forces de compression, ou je peux remplacer les forces par contraintes, c'est la même chose. Alors les contraintes ici sont des contraintes compressives. Alors quand il y a une contrainte compressive, il y a beaucoup de phénomènes qui naissent ici. Alors vous voyez ici, il y a cette représentation-là de traits, représente ce qu'on appelle une fosse océanique. Une fosse océanique, c'est la représentation de la fosse océanique sur une carte. Alors, juste à côté de la fosse océanique, il y a un trait sur lequel sont liés des triangles, représente ce qu'on appelle une zone de subduction. Alors ici, nous avons une fosse océanique et puis une zone de subduction entre la plaque Nazca et la plaque d'Amérique du Sud. Alors vous avez, dans la même carte, on peut représenter les hypocentres. Les hypocentres sont les foyers des hypocentres sismiques. Alors ces hypocentres, c'est-à-dire l'endroit, la profondeur où émanent les forces qui font mouvementer la plaque. Alors vous voyez que plus on se rapproche, vous avez ici proche, tout près de la fosse océanique, nous avons des hypocentres représentés en rouge. Ce sont des hypocentres à faible profondeur, c'est-à-dire des hypocentres sismiques qui sont superficiels, qui sont proches de la surface. Alors je représente ces hypocentres soit sous forme de points, soit je peux unir les hypocentres ayant la même profondeur avec un trait, et ça correspond à la courbe des hypocentres qui ont la même profondeur et sont des hypocentres superficiels. Alors ensuite, nous avons en vert les points qui représentent les hypocentres à profondeur moyenne. La même chose, je peux unir ces points-là pour former ce qu'on appelle une courbe des hypocentres à profondeur moyenne. La même chose pour les hypocentres à profondeur élevée, alors qui sont un peu plus éloignés de la mer, de l'océan. Alors j'unis donc ces points-là et ils correspondent à ils forment une courbe, ce qu'on appelle une courbe à hypocentre à profondeur élevée. Alors, chose que vous remarquez, c'est que plus on se déplace de la mer vers le continent, plus la profondeur des hypocentres augmente. Aussi, il y a ici un volcanisme qui est très fréquent ici, c'est représenté avec un triangle en bleu, et ça correspond au volcan Andé
andésitique. Voilà ce qu'on peut voir dans une carte, ce qu'on peut vous présenter dans une carte. Alors, par contre, ici, nous avons une coupe réalisée suivant le tracé ou suivant la coupe A', B', B'. La coupe géologique va nous montrer qu'est-ce qu'il y a en profondeur, de la surface jusqu'à la profondeur, dans une zone où il y a une compression. Alors, la compression, c'est une compression exercée sur les deux plaques. La plaque B, c'est la plaque Nazca, limitée ici par la dorsale et limitée ici par une zone de subduction. Alors, la plaque subductive, c'est-à-dire la plaque qui descend, qui s'enfonce au fond de la Terre, c'est la plaque Nazca. Alors que la plaque chevauchante, c'est la plaque qui monte sur la plaque qui glisse sous terre, c'est la plaque d'Amérique du Sud. Ici, nous avons une représentation. Nous représentons la plaque Nazca qui est océanique, qui s'enfonce au fond de la Terre, avec ses constituants, à savoir ici la croûte océanique, avec le manteau lithosphérique ou le manteau supérieur, sous lequel on trouve le manteau inférieur. Alors cette lithosphère océanique s'enfonce au fond de la Terre, au-dessus d'une plaque chevauchante qui est la plaque d'Amérique du Sud. Alors quand il y a un glissement de la lithosphère océanique au fond de la Terre, il y a naissance de plusieurs phénomènes. Ces phénomènes sont d'abord la naissance de ce qu'on appelle huitièmement ici d'un prisme d'accrétion. Alors, comme je vous ai rappelé, je vous ai dit la dernière fois que quand la zone est soumise à une extension, ça favorise une sédimentation importante de sédiments marins. Alors, quand cette zone va subir dans le futur devenir une zone compressive, alors cette compression va permettre la pénétration de la lithosphère océanique au fond de la Terre, mais par contre, le sédiment marin ne peut pas s'enfoncer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est balayé ici pour former tout un ensemble de terrains plissés qui forment ce qu'on appelle le prisme d'accrétion. Alors, le glissement au fond de la Terre de la lithosphère océanique fait naître le numéro 7, une zone profonde qui s'appelle la fosse océanique. Sans la subduction, la profondeur atteindrait donc ce niveau-là. Donc, elle atteindrait à peu près 5 km. Mais quand elle s'enfonce au fond de la Terre, la profondeur augmente pour donner ce qu'on appelle une fosse océanique. Aussi, alors, il faut noter qu'il y a un trait qui est fictif, qui n'est pas réel, un trait qu'on représente ici, qui est le numéro 15, et qui représente ce qu'on appelle le plan de Benioff. Ce plan, c'est un plan fictif de référence. Alors, regardez au niveau de ce plan de Benioff, nous constatons que au contact entre la lithosphère océanique qui s'enfonce au fond de la Terre et la lithosphère continentale, il y a une zone qui subit ce qu'on appelle une anomalie thermique. L'anomalie, ça vient du nom anormal, donc une température anormale. Et la température anormale, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la normale ou bien au-dessous de la normale. Elle s'élève ou bien elle s'affaiblit. Alors, cette zone de contact direct, de frottement entre les deux lithosphères océaniques et continentales, c'est une zone qui va subir un réchauffement. Nous allons voir pourquoi. Un réchauffement, donc elle est tout près d'abord d'un magma et de tout un ensemble de mécanismes qui aboutissent à un magmatisme qu'on va étudier après. Alors, la zone qui s'enfonce un peu plus loin de la zone de contact ici, un peu plus loin de la zone où il y a un frottement qui fait naître ces petits points qui s'appellent ce qu'on appelle les hypocentres sismiques, et vous allez remarquer, ce qu'on a remarqué ici, la même chose, que plus on s'éloigne de la mer vers le continent, plus ces hypocentres augmentent en profondeur. Alors quand on s'éloigne dans la zone qui s'enfonce, la zone subductive, qui est un peu éloignée de cette zone de contact, alors je l'ai représenté avec des points un trait en zigzag, c'est le numéro 17, c'est une zone de refroidissement, qui va subir un refroidissement. Donc, conséquence, suivant le plan de Benioff, il y a ce qu'on appelle une anomalie thermique. Il n'y a pas uniquement un réchauffement, il n'y a pas un refroidissement, mais il y a une anomalie. Donc, c'est pour cela qu'on va dire qu'au niveau du plan de Benioff, il y a une anomalie thermique qui constitue un réchauffement et un refroidissement qu'on va essayer d'expliquer après. Quand il y a une subduction, il y a naissance aussi d'un magma basaltique au niveau du manteau supérieur, on va voir comment. Ce magma basaltique, quand il atteint la surface, il va former un volcan numéro 11 qui s'appelle volcan andésite, qui va former une roche qui s'appelle andésite, c'est un volcan qui est très explosif et qui fait émaner des gaz qui sont très toxiques, qui forment ce qu'on appelle une nuée ardente, qu'on va étudier après. Alors, si le magma
qui monte à la surface n'arrive pas à la surface et se solidifie dans la croûte continentale au fond de la Terre, il va former une roche qui s'appelle du granot dioritique. Or, le magma qui se refroidit au fond de la Terre forme ce qu'on appelle un pluton. Donc, le plutonisme, c'est le refroidissement d'un magma au fond de la Terre. Puisque cette roche est due à un refroidissement d'un magma au fond de la Terre, donc c'est un pluton. Il va donner naissance à une roche qui s'appelle du granodiorite. Alors, vous avez ici la signification de chaque numéro de 1 jusqu'à 17, puis les deux plaques A et B, puis en insistant sur le fait que le 16-17, au niveau du plan de Benioff, il y a ce qu'on appelle une anomalie thermique. Alors voilà donc les phénomènes qui accompagnent une zone de compression avec une subduction. N'oublions pas que cette subduction fait naître ici une chaîne de montagnes, c'est le numéro 12. Cette chaîne, puisqu'elle est accompagnée de subduction, elle va prendre le nom d'une chaîne de subduction. Alors, quels sont les problèmes qu'il faut soulever ici, qu'il faudrait bien expliquer? Eh bien, il y en a 6. Alors, il y a d'abord le premier phénomène, c'est l'enfoncement de la lithosphère océanique au fond de la Terre, sous la lithosphère continentale. Alors, on va se poser la question, quel est son moteur? Quels sont les mécanismes qui ont permis cet enfoncement? Il faudrait les savoir, il faudrait les étudier avec une grande précision. Deuxièmement, comment se forme une fosse océanique alors qu'elle n'existait pas avant la subduction? Troisièmement, comment se forme le prisme d'accrétion ici? Quelle est sa relation avec les sédiments ici qui sont formés au cours de la phase d'avant, c'est-à-dire la phase de distension? Quatrièmement, alors suivant le plan de Benioff, on remarque qu'il y a des hypocentres qui augmentent en profondeur depuis la mer jusqu'au continent. On va expliquer pourquoi. Aussi, on va expliquer à quoi est due cette anomalie thermique, c'est-à-dire pourquoi il y a réchauffement ici et pourquoi il y a refroidissement ici. On va essayer de le prouver avec des courbes, preuves à l'appui. Et puis, on va essayer d'expliquer comment naît ce magma basaltique, comment il va donner naissance à un volcan andésite qui va donner naissance après refroidissement total d'une roche qu'on appelle andésite, et comment ce magma forme-t-il le granodiorite. Alors, le sixième problème, c'est de voir quelle est l'histoire qui aboutit à la formation de cette chaîne de subduction, comment c'est le mécanisme ou bien les phénomènes qui commencent cette étape de formation de cette chaîne et quand est-ce qu'elle va se terminer. Alors voilà donc les grands problèmes qu'on va poser ici. Après, comme toujours, j'essaierai de vous donner la même chose, de vous donner des questions concernant cette vidéo, des connaissances qu'il faudrait bien maîtriser, ce qu'il faut savoir, et puis un résumé très précis concernant cette partie-là, qui parle bien sûr des phénomènes qui se passent au niveau de la zone de distension et de la zone de compression, à savoir que la zone de compression où il y a une subduction. Alors après, nous allons étudier une zone de compression qui a dépassé le stade de subduction, qui atteint le niveau d'obduction ou bien de collision. Alors à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage mes enfants.